Voici le quartier du Tenderloin à San Francisco. C'est un quartier d'extrême. Sous les gratte-ciel de luxe, des tentes longent les rues, chaque pâté de maison révélant le désespoir. On y voit la consommation de drogue à l'air libre, des abris précaires et des communautés en survie. Et ce sont tous ces campements de sans-abri disséminés dans toute la ville, visibles aussi bien depuis les avenues du centre-ville que dans ses banlieues tranquilles. San Francisco compte aujourd'hui plus de 8300 sans-abri. D'après les données du recensement de janvier à San Francisco, le nombre de sans-abri atteint un record. Près de la moitié sont sans-abri, vivant dans des voitures, tentes ou dans la rue. Des décennies de dépenses incroyables n'ont pas permis de résoudre la crise, laissant des quartiers comme le Tenderloin au cœur de ses conséquences. La richesse de la ville, c'est concentré entre les mains de quelques-uns, et les autres doivent simplement s'en accommoder. Mais comment en est-on arrivé là? Pour répondre à cette question, il faut revenir aux années 1930, quand urbanistes et politiciens ont tracé des lignes à travers les quartiers. En 1935, la 239 ville du gouvernement fédéral a commencé à créer ce qu'on appelait des cartes de sécurité résidentielle pour 239 villes, dont San Francisco. Ces cartes guidaient les banques pour évaluer le risque des prêts immobiliers, mais les résultats furent de mauvais. Des quartiers entiers comme le district de Fillmore et Chinatown ont été marqués en rouge, la note la plus basse en fonction de leur composition ethnique. Les responsables disaient que ces zones étaient risquées pour l'investissement, non à cause de leur économie, mais parce qu'elles comptaient de nombreux groupes marginalisés. Le processus était concret, pas seulement politique. Les conseils immobiliers, les prêteurs et les dirigeants municipaux ont collaboré avec les directives fédérales pour institutionnaliser ces pratiques. Les cartes étaient mises à jour et redessinées pour ancrer la ségrégation raciale. Les propriétaires dans les zones délimitées en rouge se voyaient refuser des prêts pour acheter ou améliorer leurs biens, ce qui entraînait une dégradation de la qualité des logements. Ces zones étaient désinvesties. Pendant ce temps, les zones vertes et bleues, autrefois majoritairement blanches, prospéraient grâce aux investissements et au développement. Cet investissement constituait en réalité le cœur du redlining. Quand les prêteurs ont cessé de soutenir les quartiers marqués en rouge, ils ont coupé la bouée de sauvetage économique de ces communautés. Les prêts hypothécaires pour acheter ou rénover des maisons se sont taris, laissant les bâtiments à l'abandon. Toute cette situation a été aggravée par des politiques qui décourageaient l'investissement et encourageaient l'abandon. Les institutions financières locales, voulant limiter les risques, imposaient des conditions très strictes sur les prêts ou refusaient d'agir dans ces quartiers. Les autorités fédérales du logement ont qualifié ces quartiers d'économiquement peu sûrs, rendant les prêts garantis par la Federal Housing Administration inaccessibles à la plupart des résidents. Avec le temps, cela a entraîné un déclin. La valeur des propriétés a chuté, les propriétaires ont abandonné les immeubles et les infrastructures se sont dégradées. Les rues autrefois animées sont maintenant des refuges pour la criminalité, le chômage et l'itinérance. Au moment où ces quartiers ont été jugés irréparables, il était trop tard pour inverser les dégâts. Des décennies plus tard, ces quartiers ont enregistré de forts taux d'itinérance, devenant des foyers de rénovation urbaine qui ont déplacé les résidents historiques. Dans les années 1950, le gouvernement fédéral a tenté une nouveauté. Portés par la promesse de la psychiatrie de traiter les maladies mentales graves, ils ont poussé à la fermeture d'institutions restrictives et coûteuses. En ce qui concerne la maladie mentale, notre objectif principal est de sortir les personnes des institutions d'État et de les réintégrer dans leur communauté et leur foyer sans difficulté ni danger. Les hôpitaux psychiatriques disparaissaient et on promettait mieux à leurs patients. Des soins communautaires qui les soutiendraient et les accompagneraient avec dignité. Ce mouvement s'appelait la désinstitutionnalisation. Elle bénéficiait d'un large soutien du public car elle était censée être une solution progressiste au problème des conditions inhumaines que de nombreux patients enduraient dans des hôpitaux psychiatriques semblables à des entrepôts. Vous ne voulez pas juste envoyer des gens dans des asiles et les laisser isolés, n'est-ce pas? Il vaut mieux disposer de centres de traitement et de soutien réels. À San Francisco, il est rapidement apparu que ces promesses étaient creuses. Les hôpitaux d'État ont libéré de nombreux patients. Mais les structures locales prévues par la loi sur la santé communautaire de Kennedy en 1963 n'ont jamais été construites. Les coupes budgétaires de gouverneurs californiens comme Ronald Reagan ont affaibli les programmes remplaçant les soins institutionnels et accéléré la fermeture des hôpitaux psychiatriques.
Ce qui a suivi, c'est un flot continu de personnes vulnérables, relâchées dans le vide, sans domicile, sans famille, ni système de soutien pour les guider. À la fin des années 1970, les conséquences ont été visibles partout à San Francisco. D'anciens patients erraient dans les quartiers du centre-ville, non traités et abandonnés. Privés de services de santé mentale, beaucoup tombaient dans la dépendance, la pauvreté, puis l'itinérance. La police agit désormais comme travailleurs en santé mentale, par nécessité plutôt que par choix. Les prisons se sont remplies de personnes souffrant de crises psychiatriques. Lorsqu'elles étaient libérées, elles n'avaient souvent nulle part où aller, sauf dans la rue. Souvent, des substances intervenaient, suivies du crime, de la prison, puis du retour dans la rue. C'était un cercle vicieux. Et puis, un tremblement de terre est survenu. Le 17 octobre 1989, un séisme de magnitude 6,9 a frappé San Francisco. Il a duré près de 15 secondes et causé plus de 6 milliards de dollars de dégâts dans la baie. Dans la ville même, 16 000 logements ont été détruits ou endommagés. Et le quartier South of Market, un quartier ouvrier, a été particulièrement touché. Les bâtiments, jugés dangereux, ont été marqués en rouge et des milliers d'habitants ont dû partir soudainement. Où sont-ils allés ? Eh bien, beaucoup de gens n'avaient nulle part où aller. Les refuges ont vite affiché complet et le marché locatif a explosé quand les propriétaires ont haussé les prix des logements épargnés. Beaucoup de propriétaires ont profité de l'occasion pour démolir leurs biens endommagés au lieu de les réparer, ce qui a encore réduit l'offre déjà limitée de logements abordables à San Francisco. Le séisme n'a pas créé la crise du logement, mais il a clairement amplifié tout ce qui n'allait déjà pas. Les familles à faible revenu se sont retrouvées à la rue, tandis que les quartiers aisés se sont vite remis grâce à des investissements privés. La catastrophe a rendu l'inégalité du logement dans la ville urgente. Pour aggraver les choses, le tremblement de terre est survenu à la fin d'une décennie où les salaires ont diminué pour beaucoup et où les prix de l'immobilier ont explosé. Dans les années 80, les États-Unis se sont largement désindustrialisés. La production en usine a commencé à être délocalisée à l'étranger. Et beaucoup de gens ont dû passer de métiers en usine, mieux rémunérés, à des emplois dans le secteur des services, beaucoup moins bien payés. Au même moment, l'administration Reagan a réduit les programmes fédéraux de logement abordables, laissant cette responsabilité au gouvernement des États et locaux. Le résultat dans la baie a été catastrophique. De 1984 à 1990, les salaires ont baissé alors que l'immobilier a doublé. Et ensuite, les entreprises technologiques sont arrivées. La baie a connu son premier boom technologique dans les années 90, attirant des entreprises comme eBay et Yahoo. Après l'éclatement de la bulle Internet, en 2000, San Francisco a connu un court répit. Les loyers ont baissé, les travailleurs de la tech sont partis, mais cela n'a pas duré. Au milieu des années 2000, la région de la baie connaissait un nouvel essor. Des géants comme Google, Apple et Facebook sont venus avec d'importants capitaux et de nombreux employés prêts à payer plus pour se loger. Aujourd'hui, le produit intérieur brut de San Francisco dépasse les 650 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des villes les plus riches du monde. Mais ces géants de la technologie ont aussi apporté avec eux la recette de l'un des plus grands écarts de richesse du pays. Selon l'Union des locataires de San Francisco, la ville a connu la plus forte augmentation de l'écart de richesse parmi toutes les villes américaines entre 2007 et 2012. Les 20% des ménages les plus pauvres ont perdu plus de 17% de revenus, tandis que les 5% les plus riches ont gagné en moyenne 8%. Avançons jusqu'en 2022 et le revenu médian des ménages de la ville atteignait la somme incroyable de 136 000 dollars. 10,5% des habitants vivaient sous le seuil de pauvreté, mais la pauvreté n'est pas la seule cause de l'itinérance. C'est le logement abordable, ou même le logement tout court, qui pose problème. La technologie a créé des centaines de milliers d'emplois, mais le logement n'a pas suivi. Entre 2012 et 2017, la région métropolitaine de San Francisco a créé 400 000 emplois, mais seulement 60 000 logements. Ce déséquilibre a fait flamber les prix de l'immobilier. Un appartement de 2 chambres dans Mission, le 1 900 $ par mois, en 2011 atteignait 3 500 $, un an plus tard, et coûte aujourd'hui près de 5 000 $ en moyenne. Les réglementations de zonage sont l'une des principales causes du manque de nouveaux logements. À San Francisco, 70% des terrains résidentiels sont réservés aux maisons individuelles ou duplex, interdisant presque les immeubles d'appartements dans la majorité des quartiers. Ce n'est pas un hasard. Des décennies de planification ont protégé les quartiers aisés comme Pacific Heights et Noe Valley, concentrant les logements denses dans des zones moins riches comme Mission District ou South of Market. Car les complexes d'appartements subissent
souvent des lourdeurs bureaucratiques qui retardent les projets, tandis que les maisons individuelles continuent d'être construites. Les tentatives rapides de rééquilibrage ont été très controversées. Voici le district 8 qui comprend des quartiers comme le Castro, Noe Valley et Glen Park. Le district 8 est représenté au conseil municipal de San Francisco par Raphaël Mandelman. En 2021, il a proposé 2 nouvelles ordonnances pour essayer de changer les choses. L'une vise à décourager ce qu'on appelle les maisons monstres ou les expansions de luxe des propriétés unifamiliales existantes. Sans trop entrer dans le jargon du zonage, cela obligerait essentiellement ces projets à passer par ce qu'on appelle une autorisation d'utilisation conditionnelle, un processus coûteux et long qui ferait réfléchir de nombreux propriétaires avant d'agrandir une propriété unifamiliale existante et inciterait de nombreux promoteurs à envisager de construire plutôt des logements multifamiliaux. La deuxième ordonnance de Mandelman permettrait jusqu'à 4 logements près des transports en commun pour augmenter la densité dans des zones habituellement interdites à ce développement. Mais il y a beaucoup d'opposition à ces mesures. La coalition Pas dans mon jardin, ou Not in my backyard, est l'une des plus puissantes. Dans tout le pays, surtout à San Francisco, ils ont bloqué des propositions comme celle de Mandelman. Ce ne sont encore que des propositions non adoptées, en grande partie à cause du Not in my backyard. Le manque de nouveaux logements signifie aussi des taux de vacances. Plus faibles, moins de logements disponibles. Au premier trimestre 2024, le taux de vacances de San Francisco est tombé en dessous de 6% pour la première fois depuis avant la pandémie, un chiffre inférieur à la moyenne nationale. Moins de logements vacants augmente la demande de logement. Quand la demande de logement augmente, les loyers grimpent et beaucoup ne peuvent plus payer. Vous voyez, ce n'est pas seulement la pauvreté qui pousse les gens à la rue. Les loyers élevés et la pénurie de logements entraînent de faibles taux de vacances, accentuant le fossé entre riches et pauvres. Des villes comme Détroit et Miami, où le logement est plus accessible, ont un taux d'itinérance bien inférieur à San Francisco, même avec une pauvreté jusqu'à 3 fois plus élevée. Mais pourquoi parmi toutes les villes, c'est San Francisco qui fait tout le temps la une des journaux à cause de son problème d'itinérance? New York, par exemple, connaît son plus haut taux d'itinérance depuis la Grande Dépression, avec environ 350 000 sans-abri en septembre 2024, selon la Coalition pour les sans-abri. Eh bien, le fait est que la plupart des sans-abri de New York ont des refuges où peuvent aller chez d'autres personnes. Parmi ces 350 000 sans-abri à New York en septembre, environ 134 000 ont dormi dans des refuges et 200 000 autres ont temporairement partagé le logement d'autres personnes, laissant environ 16 000 personnes livrées à elles-mêmes dans la rue, une situation particulièrement dangereuse compte tenu des hivers glacials de New York. San Francisco, en revanche, n'a pas l'infrastructure d'hébergement que possède New York. Certains expliquent cela par le climat plus doux de San Francisco comparé à New York, limitant le risque de mourir de froid dans la rue. Mais cela va plus loin que ça. Le manque d'hébergement à San Francisco illustre des priorités politiques opposées et une ville qui peine depuis longtemps à définir sa politique face à l'itinérance. À la différence de New York, qui garantit un lit à chacun grâce à une loi sur le droit à l'hébergement, San Francisco a des politiques plus fragmentées. La ville n'héberge que 36% de sa population sans abri, soit environ 2400 personnes, contre les 60 000 lits d'hébergement de New York, qui servent plus de 90% de ses résidents sans abri. Ce manque n'est pas dû à une absence de demande. Les centres d'hébergement de San Francisco fonctionnent constamment à pleine capacité, et il peut y avoir des listes d'attente de plus de 1000 personnes. Les causes de cette situation sont complexes, en partie liées au budget de la ville. San Francisco consacre 672 millions de dollars par an à l'itinérance, soit bien plus par habitant que New York. Cependant, une grande part de ce financement vise le logement et les services à long terme, laissant les refuges d'urgence sous-développés. Les critiques salées soutiennent que cette approche reflète une philosophie du logement d'abord qui privilégie les solutions permanentes. Mais en pratique, cela laisse de nombreux résidents sans abri, sans option immédiate. Comme nous le verrons, les solutions permanentes n'ont pas non plus bien fonctionné. La bureaucratie et la résistance locale sont aussi responsables. Les extensions des centres d'hébergement rencontrent souvent l'opposition des communautés, comme le phénomène Not in my backyard, car les quartiers plus aisés refusent d'accueillir des structures pour les sans-abri. Les restrictions de zonage, comme je l'ai mentionné précédemment, ralentissent les processus d'approbation, et l'explosion des coûts de construction fait du développement des centres d'hébergement un véritable cauchemar logistique. Le mandat de l'État de New York Prime et oblige les localités à se conformer. San Francisco n'a aucun mécanisme similaire, laissant les décisions politiques dispersées entre services municipaux et factions politiques. En conséquence, il y a plus de sans-abri par habitant dans les rues de San Francisco, et ils sont là et visibles de tous.
La densité urbaine limite l'espace pour l'expansion des campements. Comme il y a moins de ponts et passages sous les autoroutes qu'à New York ou Los Angeles, des campements ont émergé à des endroits comme celui-ci. Voici le District 6 et le Tenderloin, devenu l'un des quartiers les plus tristement célèbres du pays pour ses campements de sans-abri et la drogue. C'est également tout près de l'endroit où X et Uber ont installé leur siège social. Ces rues bordées de tentes traversent le cœur du moteur économique de la ville. Les employés de start-up croisent des abris de fortune en allant vers des tours étincelantes, illustrant le contraste entre richesse et misère qui façonne San Francisco. En outre, ils y sont chroniquement. Selon le recensement ponctuel de 2024, le gouvernement américain impose à chaque ville de compter et d'évaluer les sans-abri tous les 2 ans à une date précise. L'itinérance chronique a augmenté de 11% entre 2022 et 2024, avec près de 3000 personnes sans abri depuis plus d'1 an ou ayant vécu dans la rue à 4 reprises en 3 ans. Bien que les programmes municipaux aient aidé plus de 7500 personnes en 2 ans, le problème reste bien plus vaste. Pour chaque personne relogée, 3 autres deviennent sans abri. Que faire? Il est évident que l'argent seul ne résout pas le problème. Au cours de l'exercice financier 2022-2023, la ville a dépensé 1,1 milliard de dollars pour lutter contre l'itinérance. Cependant, la même année, l'itinérance chronique a grimpé de 11%. Commençons par analyser ce qui a été fait et pourquoi cela n'a pas marché. L'histoire de San Francisco face à l'itinérance est marquée par des initiatives très médiatisées, souvent vouées à l'échec. L'approche de la maire Dianne Feinstein face à l'itinérance durant son mandat dans les années 1980 reflétait la conviction que la crise était temporaire. Son administration a surtout misé sur des solutions temporaires, finançant des abris d'urgence dans des églises et des séjours en hôtels privés. Dans un incident tristement célèbre, la ville a réutilisé les anciens bus de transport en commun, appelés bus de l'argent, comme abris de fortune. La supervision était quasi inexistante, les bus ont été vandalisés puis retirés, laissant les sans-abri avec moins d'options. Cette approche a échoué avec la hausse du nombre de sans-abri, montrant qu'il ne s'agit pas d'un problème temporaire. En privilégiant des mesures provisoires sans traiter l'accessibilité au logement, les politiques de Feinstein ont instauré des solutions rapides, inefficaces face à la crise. Puis est arrivé Artagnès. Le mandat d'Agnos comme maire, 1988-1992, a marqué un tournant vers des promesses plus ambitieuses, avec des résultats mitigés. Sa stratégie, au-delà de l'abri, visait à créer des centres complets offrant des services de santé et de conseil. Mais son mandat reste surtout associé au camp Agnos, un campement de sans-abri sur la place du centre civique. Agnos a d'abord autorisé le camp à rester, mais la pression publique l'a contraint à le démanteler. Il a aussi ouvert précipitamment plusieurs refuges sans plan après le séisme de Loma Prieta que j'ai cité plus tôt. Mais ces refuges sont rapidement devenus surpeuplés et ont été mal gérés. À la fin de son mandat, Agnos a été critiqué pour son manque d'équilibre entre compassion et infrastructure, laissant à son successeur une approche plus stricte. Ce successeur était Frank Jordan. Dans les années 1990, le programme Matrix de Frank Jordan visait à nettoyer les espaces publics en déployant la police pour distribuer massivement des contraventions aux sans-abri pour des infractions mineures comme le fait de traîner ou de dormir dans la rue. En 6 mois, 6000 contraventions ont été données, laissant de nombreuses personnes incapables de payer et entraînées dans la justice pénale. Le programme a été critiqué pour criminaliser la pauvreté sans traiter ses causes, perdant le soutien du public après un retour de bâton contre ces méthodes brutales. Willie Brown, devenu maire en 1996, a mis fin à Matrix mais a continué à faire appliquer strictement la loi, menant des opérations militarisées dans les campements du Golden Gate Park avec hélicoptères et caméras infrarouges. Cette méthode a déplacé les sans-abri sans proposer de solution durable. Ceci relève du phénomène de la police des vitres brisées, selon lequel une vitre cassée signale la négligence et peut favoriser des crimes plus graves si les petits problèmes ne sont pas rapidement réglés. Cependant, cela ne résout pas la question principale. Qui ou quoi a brisé la vitre? L'itinérance est désormais criminalisée, illustrant le traitement du symptôme plutôt que de la cause. Au début des années 2000, Gavin Newsom, alors au conseil municipal de San Francisco, a lancé Care Not Cash, réduisant les aides sociales à 59 $ par mois et redirigeant les fonds vers le logement et les services. Environ 1200 personnes ont été relogées,
Mais les critiques dénoncent la médiocrité des chambres et des critères d'admissibilité trop stricts, laissant de nombreuses personnes sans solution. D'autres programmes comme Homeward Bound ont également suscité la controverse. Ce programme offre des billets de bus aux sans-abri pour les envoyer vivre ailleurs, en principe chez des proches. Le programme affirme avoir aidé près de 11 000 personnes depuis sa création en 2005. Malgré un coût moyen de 180 $ par personne, une étude de 2017 a montré que près de la moitié des personnes sorties de l'itinérance avaient simplement été relogées hors de San Francisco. Les critiques ont appelé ce programme la thérapie Greyhound. Récemment, des programmes de traitement ordonnés par le tribunal, tels que les tribunaux de soins et les interventions psychiatriques forcées, ont été controversés car ils privilégient la supervision judiciaire plutôt que l'extension des logements ou des services. Ces efforts n'ont généralement pas résolu le sous-financement chronique des soins de santé mentale, ni le manque de place en hébergement, perpétuant ainsi les cycles de déplacement et d'instabilité, au lieu d'apporter des solutions durables. Une partie de ce qui se passe actuellement semble être la même chose. La guerre de San Francisco contre les sans-abri est un chapitre très polarisant de son histoire. Les politiques se tournent autour des infractions à la qualité de vie, ciblant des comportements comme dormir en public, traîner ou se garer la nuit. Ces lois ciblent surtout les sans-abri, criminalisant des actes légaux en propriété privée. Le département de police de San Francisco délivre en moyenne 3000 contraventions par an pour un coût d'application de la loi de 20,6 millions de dollars en 2015. Des programmes tels que Opération Outreach, conçus pour traiter les délits liés à l'itinérance, affirment relier police et services sociaux. Mais les critiques disent qu'ils aggravent la stigmatisation de l'itinérance sous prétexte d'aide sociale. Les défenseurs des droits des personnes sans-abri ont vivement réagi. La Coalition pour les sans-abri a soutenu des lois comme la loi sur le droit au repos liée à la Charte des droits des sans-abri. Pour contrer la criminalisation de la présence dans l'espace public, les expulsions et déplacements forcés restent la principale réponse des villes, renforçant la méfiance entre sans-abri et autorités. Pour beaucoup, la criminalisation complique l'accès à l'emploi ou aux services sociaux, renforçant leur précarité. La Cour d'appel du 9e circuit, couvrant 9 États, dont la Californie et l'Oregon, a récemment levé une injonction limitant l'expulsion des sans-abri depuis 2023. Cela découle d'une affaire judiciaire nommée Johnson contre Grants Pass. Vous voyez, en 2020, la ville de Grants Pass, dans l'Oregon, a été poursuivie en justice pour avoir sanctionné des personnes qui dormaient dehors sur la voie publique, même lorsqu'aucun lit en centre d'hébergement n'était disponible. Les plaignants ont soutenu que cela violait le 8e amendement, qui interdit les peines cruelles et inhabituelles. En juin 2024, la Cour suprême a permis aux gouvernements locaux de restreindre le camping public, relançant ainsi les expulsions de sans-abri. La décision interdit encore de détruire les biens lors des expulsions et impose à la ville une politique de mise en sac et d'étiquetage. La ville a dépensé environ 100 millions de dollars pour démanteler les campements de sans-abri ces dernières années. Malgré ces efforts, le nombre total de personnes sans abri a augmenté de 7% entre 2022 et 2024, bien que le nombre de sans-abri non hébergés ait diminué de 13%, atteignant son niveau le plus bas depuis 2015. Et voici le campement Sea Breeze à West Berkeley. Du moins, c'était le campement Sea Breeze. En 2021, il a été démantelé. Les autorités ont donné aux personnes vivant ici 10 minutes pour rassembler leurs affaires et partir avant que les camions n'arrivent, ne détruisant tout et n'installent des barrières autour du site. Si on prend les choses au pied de la lettre, on pourrait dire que le nettoyage fonctionne. De 2022 à 2024, le nombre de sans-abri non hébergés à Berkeley a baissé de 45%. Ce chiffre est lié à des initiatives comme la conversion d'hôtels en refuge d'urgence via des programmes comme Project Room Key. Ce programme a donné des bons d'hôtel à des dizaines de personnes expulsées du campement Sea Breeze, ce qui n'est pas viable. Cependant, une part de ces 45% concerne juste des personnes ayant déménagé. Il existe néanmoins des signes d'espoir. La baisse de 13% des sans-abri non hébergés est encourageante. La solution la plus logique est simplement de construire plus d'abris. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, seulement 7% des 848 millions de dollars du budget du fonds Notre Ville, Notre Maison de San Francisco ont été consacrés à la construction d'abris. Le budget du département de l'itinérance et du logement de soutien de la ville a aussi consacré 21% de ces 575 millions de dollars aux abris en 2022 et 2023. L'une des façons dont la ville a essayé d'améliorer l'accès aux abris a été à travers une initiative dite des petites cabines. Lancée dans le quartier de la Mission en 2024,
Le projet a créé 60 cabines individuelles pouvant servir de logement de transition ou d'abri de courte durée. Dotées d'un lit, d'un bureau et d'un espace de rangement, les chambres permettent aux résidents de partager salle de bain et espace de restauration, offrant une alternative digne aux abris collectifs. Cependant, le coût élevé du projet, 113 000 $ par cabine, a suscité l'indignation. Surtout que des villes comme Auckland ont fait des installations similaires pour bien moins cher. Les critiques ont remis en question la viabilité d'un programme conçu pour ne fonctionner que 2 ans avant que le site ne soit transformé en logement abordable. Parallèlement, des programmes comme les centres de navigation, qui privilégient des refuges à faible seuil d'accès, offrent un modèle de flexibilité et de proximité. Ici, les résidents peuvent garder leurs biens, partenaires et animaux, ce qui manque souvent dans les refuges classiques. Avec 72% de sorties vers un logement pour 1150 clients, les centres obtiennent de bons résultats, mais restent peu nombreux. Le programme De la rue au foyer lutte contre ce problème en supprimant la bureaucratie pour loger directement les personnes sans abri dans des logements vacants avec accompagnement. Pourtant, le succès du programme est limité par le manque de ressources, avec plus d'1 millier de logements vacants en raison de blocages administratifs. Ensemble, ces initiatives reflètent une ville qui lutte pour trouver l'équilibre entre l'innovation et les défis systémiques. La crise des sans-abri à San Francisco ressemble à un jeu de taupe. Les campements sont évacués d'un quartier pour réapparaître ailleurs. Les programmes sont lancés en grande pompe, mais leurs efforts sont rapidement absorbés par l'ampleur de la crise. En 15 ans, pour cette ville, logements créés et de nombreux autres ont disparu en raison de la hausse des loyers et de la gentrification. Les efforts de la ville semblent perpétuellement réactifs, redistribuant le problème plutôt que de le résoudre. Ce cycle sans fin reflète une question plus profonde. Luttons-nous vraiment contre le sans-abrisme ou cherchons-nous simplement à le cacher? Au fond, cette lutte soulève des questions fondamentales sur la nature de la vie urbaine moderne. Le sans-abrisme est-il inévitable dans le capitalisme où la recherche de richesse crée une forte inégalité? L'esprit de ruée vers l'or de San Francisco, fondé sur les idéaux d'individualisme farouche et d'opportunités sans limite, est-il intrinsèquement en conflit avec la responsabilité collective nécessaire pour lutter contre la pauvreté systémique? Ces questions n'ont pas de réponse simple, mais l'avenir de la ville dépend de la façon dont elle réconcilie héritage et réalité. Merci de votre attention.